Bonsoir Essar Midani. Bonsoir Tom. Alors, Bonsoir. merci Ça va? Essar. Oui, Ça va bien. le petit bonjour à tous nos vidéos spectateurs pour Absolument. nous rejoindre ultérieurement, puisque cette vidéo donc, elle sera enregistrée pour être vue un petit peu plus tard. Alors, Oui. un petit peu plus de 2 semaines s'est écoulé depuis le dernier Citrep. Aujourd'hui, nous sommes en train de tourner le 29e Citrep et nous sommes le 20 novembre 2017. Alors, beaucoup de choses se sont Exactement. passées. Alors bonjour à tout le monde. Voilà, merci. Euh, donc il y a beaucoup de choses qui se sont passées en Syrie, hein. Moi-même j'ai eu quelques informations, hein, divulguées, diffusées par des médias un petit peu moins orientés que la plupart des médias occidentaux, à vos souhaits. Et Merci. je vous en prie, Excusez-moi. je vous en prie. Et donc voilà l'élément principal, je dirais, de de l'actualité en Syrie, c'est la libération définitive d'Abu Kamal, qui n'a pas été extrêmement simple, hein, puisque Ouais. il y avait eu une première libération et puis il y a eu une attaque forcenée, hein, forcenée de Daesh, qui a d'ailleurs permis de découvrir la duplicité de la coalition US. Et puis, 3 interventions extrêmement musclées de la chasse aérienne, enfin des forces aériennes russes, qui ont utilisé des bombardiers stratégiques Tupolev 22 pour écraser Daesh à 3 reprises sous des grosses bombes, hein, quand Daesh était en train de tenter de pénétrer au nord d'Abu Kamal, hein, d'après mes informations. En fait, oui, donc la libération d'Abu Kamal aujourd'hui est une libération stratégique très importante. C'est le dernier bastion de Daesh en Syrie et en Irak. Abu Kamal, c'est aussi le bouclage des frontières entre la Syrie et l'Irak, hein, et les retrouvailles aussi des armées syriennes et irakiennes, ce qui met en échec le plan américain de séparation et d'éviter à ce que ces deux armées se rencontrent, hein. C'est aussi une ouverture potentielle du passage d'Al-Qaïm, hein, que les Américains voulaient absolument garder fermé. Donc c'est entre la Syrie et l'Irak. Effectivement, victoire stratégique que les Américains et la coalition se servant de Daesh et de Qassad, et des forces dites démocratiques, dites syriennes, qui se battaient aussi côte à côte, aux côtés aussi de la coalition qui est sous les ordres des Américains. Après la première libération d'Abu Kamal, ils se sont battus côte à côte pour reprendre les deux quartiers d'Abu Kamal qui ont à nouveau été libérés aujourd'hui après bombardement effectivement russe, comme Tom l'avait dit. Et en fait, un travail et une coordination importante et systématique entre toutes les forces alliées, l'armée syrienne et toutes les forces alliées de la Syrie, c'est-à-dire le Hezbollah, Al-Hashd al-Sha'bi, une partie de l'armée irakienne, les Zaynabiyin, les Haïdariyin, etc. Donc, toutes les forces qui sont contre le terrorisme et qui agissent réellement contre le terrorisme, pas comme la coalition qui agit pro-américaine ou les Américains qui agissent en personne plutôt aux côtés des terroristes. Donc aujourd'hui, cette libération est stratégique, elle est très importante,
elle constitue un tournant aussi dans la région par rapport aux autres villes. C'est la dernière ville où Daesh était vraiment installé depuis 3 ans. Ils sont installés, c'était leur fief, leur quartier général. Beaucoup d'armes aussi ont été trouvées. Donc aujourd'hui, l'armée syrienne et ses alliés sont en train de déminer et nettoyer complètement cette ville. Nous avons vu des images en fait qui nous parvenaient en direct de la place de l'horloge de la ville, où les habitants aussi sont ravis et très contents de s'être enfin libérés du joug de Daesh qui les tenait dans sous toutes les misères, je peux dire. Voilà. Aussi bien les supplices, on a vu des bras coupés, des jambes coupées, des têtes coupées, en fait, tous les supplices sont passés par là, comme c'était le cas à Raqqa. Et c'est bien sûr ceux-là, les forces dites démocratiques, que soutiennent les pays occidentaux. Voilà. Oui, forcément. Ouais. Donc, victoire stratégique importante. Je voudrais dire que c'est le général Qassem Soleimani en personne qui a dirigé aussi cette opération. Et c'était vraiment une bataille importante et violente et difficile qui a été gagnée par la Syrie. Donc voilà. Aujourd'hui, la priorité, après la libération de Boukamal, la priorité est à l'ouverture de ce passage Al-Qaïm avec l'Irak. Oui, c'est le passage frontière entre voilà, Abu Kamal en Syrie et Al-Qaïm en Irak. Et Al-Qaïm, il y a quoi, il y a une vingtaine de kilomètres entre les deux villes. Je ne sais pas trop, entre 20 et 40 je crois, mais je ne peux pas dire ça reste quand même proche, malgré tout. Et c'est un fiasco pour les Américains, puisqu'ils perdent le cordon ombilical qui liait Raqqa à la Jordanie pour le ravitaillement à partir de la Jordanie. Maintenant, ils sont obligés de passer par l'Irak. Mais bon, là... En fait, Al-Qaïm et Al-Boukamal sont plutôt à l'est. Sinon, il y a dans le sud aussi, vers la Jordanie, il y a des points, mais la Syrie a bouclé aussi les frontières avec la Jordanie à partir du point T2, ce qu'ils appelaient le point T2, et jusqu'à la frontière de Boukamal. En fait, reste juste le petit passage d'Al-Tanf, qui est dans les mains des Américains et qui devient de plus en plus réduit et qui devient de plus en plus isolé et ridicule, donc qui va finir par disparaître comme un abcès qui se dessèche. Oui. D'un autre côté, alors on peut dire au-delà de cette grande victoire stratégique d'Abu Kamal, l'armée syrienne a libéré aussi 30 villages de l'ensemble du gouvernorat de Hama, donc du nord de Hama, nord et nord-est de Hama, ce qui fait que l'armée syrienne arrive pratiquement aux frontières du gouvernorat d'Idlib. Aujourd'hui, et tout ceci a été complètement libéré. Idlib, c'est un cas différent, on va en parler tout à l'heure, puisque il y a eu des réunions avec la Turquie aussi, entre la Russie, l'Iran et la Turquie. Réunion qui s'est tenue à Antalya, en Turquie, justement, pour traiter du sort de la Syrie, enfin du dossier syrien essentiellement, mais c'est vrai que la Turquie est concernée
puisqu'elle viole l'espace syrien, le territoire syrien, en fait. Encore ces derniers jours, hein, je crois. Hein. Elle occupe des terres. La Turquie est présente à Idlib. Elle est présente à travers des forces qu'elle appelle l'armée syrienne libre, mais qui ne sont rien d'autre que l'armée turque masquée par ce fameux drapeau et comment dire, les 3 étoiles rouges sur fond blanc, voilà, avec bandes vertes et bandes noires. Mais d'un autre côté, il y a aussi des forces et du matériel militaire turc, donc de l'armée turque, ouvertement. Donc c'est une violation du territoire, c'est une violation de la souveraineté syrienne qui n'a rien à voir, parce que la Turquie avait prétexté du fait que c'était Idlib, lorsque Idlib était devenu une zone d'abaissement de tension par Astana 7. Donc ils ont dit on déploie nos forces selon Astana, mais en fait ça n'a rien à voir avec Astana. Et ils ont abusé la présence, en fait, ils ont abusé de Astana, et puis ils sont présents militairement sur le territoire. Ce qui a été dénoncé par l'État syrien, ce qui a été aussi bien à l'ONU qu'au Conseil de sécurité, et il a été demandé à la Turquie de se retirer rapidement et sans aucun retard, de se retirer de la Syrie. Donc il y a eu une plainte qui a été déposée contre la Turquie au Conseil de sécurité par la Syrie, et voilà, qui a été aussi appuyée. Alors justement, dernier point, je voudrais aussi... Oui, attendez 2 secondes, je voudrais continuer sur la situation militaire. Je continue sur la situation militaire dans la banlieue de Damas, où les terroristes sont en train de bombarder sans cesse la population civile. Il y a eu pas mal de civils qui sont morts ces derniers jours, parce que nous sommes arrosés de missiles à tout va, pratiquement, par ces terroristes qui sont soutenus dans la banlieue, dans la route syrienne, qui sont soutenus par l'Arabie Saoudite. C'est Jobar, donc, non c'est Alouche et compagnie, c'est Harasta, Jobar, Douma, etc. Donc, ce sont des factions qui sont soutenues par l'Arabie Saoudite, qui redoublent de violence et qui reçoivent manifestement aussi encore des armes et des hommes, et qui n'arrêtent pas, donc, et de l'argent, donc qui reprennent envie du poil de la bête, si on peut dire. Voilà. Mais ça veut dire qu'ils utilisent aussi, et ça, excusez-moi de vous dire, de vous interrompre, mais c'est étonnant parce que c'est des enclaves, hein, c'est des poches, hein. Donc théoriquement ils peuvent très difficilement recevoir de l'aide depuis le ciel. Et par terre, évidemment, c'est le même problème, hein, parce qu'ils sont encerclés. Donc, les tunnels. Ah, voilà. Merci c'était ça ma question. C'était apparemment, ils ont creusé des tunnels très très longs pour obtenir ce genre de choses, hein. Tout à fait, très long, et puis très stratifié. C'est-à-dire, il y a plusieurs étages de tunnels. Et effectivement, ils reçoivent de l'aide, et puis voilà. Donc, et puis, bien entendu, quand on voit la furie de l'Arabie Saoudite face à la défaite de Daesh, parce que c'est leur bras armé, en fait, Daesh. Daesh a été défait au Liban, complètement défait au Liban.
complètement défait en Irak par oui, la coordination qui était faite entre l'armée irakienne et le Hashd Sha'bi, c'est le rassemblement populaire irakien, par les forces de Hezbollah irakien, les forces de Hezbollah de l'autre côté de la frontière syrienne, donc du Hezbollah libanais, de l'armée syrienne et des forces syriennes qui épaulent l'armée syrienne. Donc tout ceci, effectivement, rappelons-nous quand même la défaite de Daesh à Mossoul, la oui, défaite de Daesh à Ninawa. Donc tout ceci, actuellement, Daesh a été défait aussi bien en Irak qu'en Syrie. Et Abu Kamal est le dernier bastion de Daesh. Donc oui, en fait, oui, grosse défaite de l'Arabie saoudite, hein, dans son plan de mise en place du chaos. Enfin, l'Arabie saoudite, ce n'est pas son plan, c'est le plan américain dont l'instrument est l'Arabie saoudite. oui. L'instrument, le payeur et le pourvoyeur du terrorisme est l'Arabie saoudite. Donc voilà, défaite de Daesh, mais reste quand même ce qu'on appelle les forces démocratiques syriennes, Oui, ou oui, qu'ils appellent les forces kurdes, mais qui ne sont que kurdes en partie. Donc c'est des Kurdes des forces des tribus arabes, etc., oui, qui ont été effectivement qui ont été dépêchés contre l'armée syrienne lorsque Abu Kamal a été libéré la première fois. Donc, ils se sont alliés très ouvertement, l'armée américaine et Daesh. Ils sont intervenus ouvertement auprès de Daesh et des forces dites démocratiques syriennes. oui, oui, Donc, oui. ça trahit et ça montre au grand jour la connivence et la coopération entre les États-Unis, Et les terroristes. les Daesh, les terroristes et les forces qu'ils appellent démocratiques, qui ne sont rien d'autre que Daesh maquillé aussi. Oui, oui. Donc voilà. C'est juste Du des coup, porte-drapeaux, c'est tout. C'est-à-dire que les terroristes, ils passent du FDS à Daesh et de Daesh à FDS avec la voilà, ce sont bénédiction des des bannières. Américains. Oui, oui. Tout à fait, ce sont des bannières qu'ils portent et ils portent aujourd'hui une bannière, demain une autre bannière, Oui, etc. oui, oui. Donc aujourd'hui, les Daesh et FDS, etc., les terroristes se sont enfuis vers le nord de Boukamal, hein, le nord et le nord-est pour rejoindre les FDS, là, les forces dites démocratiques syriennes, à Raqqa et à Hasakeh. Voilà. Donc ces événements d'Abu Kamal, hein, qui font suite aux événements de Deir ez-Zor, hein, il y a presque un mois maintenant, hein, Tout à fait. a mis, enfin ces événements ont mis un certain nombre d'acteurs majeurs de cette agression contre la Syrie dans un état de furie, de frustration et de méchanceté gratuite. Hein, on peut citer plusieurs éléments hein, d'ailleurs, puisque Ouais. c'est connexe. C'est pas exactement, évidemment, c'est pas en lien direct avec ce qui se passe en Syrie, mais on a une réaction saoudienne sur, comment je dirais, qui désigne l'Iran comme l'instigateur principal du tir de missiles qui est tombé sur l'aéroport de Riyad très récemment et qui a été lancé par la résistance yéménite. Donc je dirais le prince saoudien Mohammed bin Salman, qui est donc qu'on appelle MBS, hein, qui est donc prévu comme futur roi de l'Arabie Saoudite, a très violemment attaqué Mm. l'Iran en disant que c'était l'Iran qui, à travers la résistance yéménite, avait lancé ce missile.
Et donc ça enclenche en fait d'autres choses, comme par exemple la situation du Premier ministre libanais Saad Hariri, qui est en lien par rapport à cette affaire-là avec le Hezbollah et donc avec l'Iran. En fait, il y a plusieurs choses qui se sont passées effectivement. D'abord, ce prince saoudien qui met en tôle en fait l'ensemble des princes saoudiens aussi et qui les somme de livrer ou de rendre, de donner, enfin avec des accusations de corruption. Oui, Et en fait, il les somme de rendre tout leur argent ou une grande partie de leur argent, etc., ou le donner à l'État. Ça, c'est un premier point. Ils sont tous donc emprisonnés dans un grand hôtel à Riyad, dans oui, l'hôtel Ritz, je crois. Bon, ça c'est une affaire qui est complètement interne à l'Arabie Saoudite, hein. Mais parallèlement, il mène une violente action voulant caractériser le Hezbollah comme étant une organisation terroriste, oui, accusant le Hezbollah de tous les maux concernant justement ce missile qui a été tiré et qui a presque atteint l'aéroport du roi Khalid à Riyad, qui a été tiré par les Yéménites, qui, eux, d'ailleurs, subissent depuis exactement 3 ans oui, maintenant, tous les jours, de très violents bombardements sur tous les lieux civils et tous les rassemblements et les lieux, les oui, oui. aéroports, les ports, Des crimes de guerre systématiques, hein. les hôpitaux, les écoles, mais voilà, des crimes de guerre systématiques avec une action systématique qu'on pourrait qualifier vraiment complètement d'extermination d'un peuple, hein, Oui, et d'extermination des Yéménites. Quand on sait aujourd'hui qu'il y a ils ont fermé les aéroports, les Saoudiens ont oui, fermé les ports et les aéroports et même l'aide humanitaire ne peut arriver aux Yéménites, oui, qu'il y a une propagation de maladies comme le choléra, oui, comme la typhoïde, que aujourd'hui des centaines de milliers d'enfants sont en train de mourir de faim, de soif, oui, oui, etc., parce qu'il n'y a pas d'aide médicale et de maladie. Bon, tout ceci dans une comment dire dans un silence total aussi bien de l'ONU, des pays qui oui, prétendent être des pays défenseurs des droits de l'homme oui, et des Nations Unies eux-mêmes, hein, et de toutes les associations, de toutes les organisations des Nations Unies aussi. Je pense que quand ils sont en légitime défense de tirer un missile sur l'Arabie Saoudite qui les agresse, hein, ceci devient un prétexte pour une tempête qui est menée contre tout le monde dans la région. oui, Donc en fait, c'est important de voir tous ces aspects et c'est important de voir que le peuple yéménite est en train de se défendre contre une agression qui est vraiment je dirais, des plus farouches et des ignoble, plus féroces, c'est ignoble. et des plus sauvages, Oui, absolument, ignobles, dans la, comment dire, en fait, vraiment dans un, comment dire, dans une personne ne s'en soucie oui, oui, dans un silence dans général. Ouais, dans un silence total, complice, ouais, et pas seulement complice, à mon avis, il est aussi complice actif, quoi. ouais, 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 Voilà. absolument. Ça, c'est un point. Donc, deuxième point, bon, accuser le Hezbollah aussi. Donc, l'Arabie Saoudite accuse le Hezbollah d'avoir
d'avoir été à la base de ce missile qui a été tiré du Yémen. C'est aussi Oui. un mépris total des capacités du Yémen, Oui. alors que ce sont de grands combattants aussi, et ils l'ont toujours été. Mais d'un autre côté, c'est aussi réunir cette réunion, une sorte de réunion de la dite Ligue arabe, qui n'a plus Oui. rien d'arabe, à mon avis, que le nom, puisqu'elle défend les objectifs israéliens tels que le disent même les Israéliens. Oui. Oui. Donc, a été réunie pour condamner l'Iran et condamner le Hezbollah. Enfin, bon. Est-ce que c'est une Donc, tentative, Essar? Est-ce que, c'est oui, excusez-moi, est-ce que c'est une préparation psychologique d'intervention militaire saoudienne en Iran, ça? Ou contre le Liban, en tout cas? En fait, les Saoudiens disent en même temps qu'ils n'attaqueront pas l'Iran. Ils le disent en même temps. Uh-huh. Et que ce sont juste des mises en garde, en fait, hein. D'accord. Mais la manière dont ils ont agi, alors je reviens sur le Liban, puisque il s'agit de Hezbollah au Liban, Oui. et ils ont retenu Saad Hariri en otage en Arabie. D'abord parce que, enfin, prétextant qu'il est saoudien, mais c'est quand même le premier ministre libanais. Oui. Oui. Donc, et ils l'ont sommé à présenter une démission à partir de Riyad, ce qui est tout à fait contraire à toutes les règles de la diplomatie. De toute façon, s'il veut démissionner, il faut qu'il démissionne dans son pays, face à son président, Oui. après rencontre avec son président, etc. Bon, tous les indices ont montré qu'il était plus ou moins pris en otage dans cette affaire, à tel point d'ailleurs que les présidents d'États occidentaux comme Macron, comme Angela Merkel, comme même les Américains sont intervenus pour qu'il puisse repartir dans son pays. Et du coup, il est reparti donc en France sur invitation du président Macron, qui l'a reçu hier. Et puis là, il fait un tour par l'Égypte et le Koweït avant de rejoindre le Liban, à Beyrouth, demain, pour participer aux festivités de l'indépendance nationale. Alors justement, Essar, vous m'avez dit quelque chose, un tout petit détail Oui. qui est énorme, hein, et qui laisse entendre qu'il n'est pas libre de ses mouvements. Alors je vous laisse le dire parce que c'est vous qui me l'avez révélé. Oui, c'est que les Saoudiens ont gardé les deux enfants de Hariri là-bas. Donc, Saad Hariri a deux enfants et il est venu effectivement avec sa femme en France, et les deux enfants sont restés en Arabie Saoudite. Ça, c'est un premier point. Le deuxième point, c'est qu'il reproche à Hariri, en ayant été Premier ministre, d'avoir composé un ministère auquel participe le Hezbollah. Et il l'accuse de trahison pour avoir accepté ou pour avoir fait un gouvernement d'union nationale, sachant que le Hezbollah est celui qui a libéré quand même le Liban de l'occupant israélien en 2000, qu'en 2006, il a repoussé aussi une violente attaque israélienne, et que aujourd'hui le Hezbollah est l'élément clé avec l'armée libanaise dans la libération de tous les territoires du Qalamoun libanais, Oui, absolument. Oui. de Daesh et d'Al-Nusra qui étaient là et qui aussi martyrisaient la population et qui terrorisme, etc. C'est une belle Donc prouesse en fait d'ailleurs, hein. aujourd'hui,
Hein, et Ah, ça, tout à fait, tout à c'est une belle fait. prouesse d'ailleurs. Et là, Ça prouve une chose, c'est que l'armée libanaise n'est finalement affaiblie que du manque de matériel militaire, mais dans le domaine de la connaissance militaire en elle-même, c'est-à-dire de la tactique, aller chercher des terroristes qui sont quand même aguerris hein, et qui n'ont aucun scrupule, hein, qui sont pas chevaleresques pour un sou, aller les chercher dans des montagnes qui sont très difficiles d'accès, c'est quand même, c'est pas évident. Hein. tout à fait. Tout à fait. En fait, ce qui manquait à l'armée libanaise, c'était aussi la couverture sociale, hein, la couverture politique. Et la couverture politique, elle est venue avec la présence du président Aoun à la tête du gouvernement libanais, chose D'accord. qui n'existait pas avant. Oui. Donc, c'est ça la question. Et puis, ben, c'est ça aussi qui gêne beaucoup les Saoudiens. Donc Ouais. voilà, c'est un peu tout ça qui s'éclaircit maintenant et qui on voit qui est qui et qui agit pour créer le chaos Ouais. quelque part dans le monde arabe. D'ailleurs, Essar, il faut préciser. Pour le compte de qui aussi. Oui, bien Donc sûr. Oui. voilà. Ouais. Et oui, il faut noter un petit détail de taille, je dirais, c'est que le président Aoun c'est un militaire, hein. C'est le général Aoun. Hein. Il a participé, je dirais, à la Absolument. guerre civile libanaise. Hein. Absolument. C'est quelqu'un qui a des Oh, connaissances. puis il a suivi. Oui. Mais il a des connaissances tactiques militaires. C'est pas un politicien pur sucre. Hein. C'est Il a vraiment. suivi les opérations de libération. Oui. Ouais. Non, non, tout à fait. Il a suivi les opérations de libération de Qalamoun personnellement. Hein. Donc, ça, c'est aussi ça. Je voudrais dire quand même quelque chose. Cette réunion de la dite Ligue arabe, Oui. le responsable, un des responsables israéliens disait, de toute façon, la Ligue arabe, l'Arabie saoudite dans la Ligue arabe, elle dit en arabe ce que nous avons écrit en hébreu. Donc, ce sont bien nos alliés et ce sont bien des gens qui défendent notre cause. Nous sommes contents. Voilà. Donc voilà, maintenant les choses se sont clarifiées de ce côté-là. On attend la journée de demain, puisque c'est mercredi, demain, après-demain, mercredi. Tout le monde attend ce que Saad al-Hariri va dire. Et la situation au Liban, elle est bien tenue d'ailleurs, grâce au président Aoun, grâce à Samahat el-Sheikh Nasrallah, où les déclarations ont été, nous demandons, Saad al-Hariri est le Premier ministre, hein, et notre Premier ministre, c'est la fierté du pays. Nous exigeons qu'il revienne au pays et on discutera avec lui à ce moment-là. Et contre toute ingérence de l'Arabie saoudite dans les affaires libanaises, oui. Tout le monde et toutes les forces politiques au Liban étaient unanimes jusqu'à ce stade pour exiger le retour du Premier ministre Saad al-Hariri et de la non-ingérence de l'Arabie saoudite dans les affaires intérieures du Liban. Et puis, voilà. Oui. Et Essar, ça, c'est important. Oui, c'est important, effectivement. Je peux dire que l'unité nationale est sauvegardée et que ceux qui voulaient faire diversion, ils ont échoué. C'est ça que je voulais dire. Oui, absolument. Et dans un autre volet, on a donc le président syrien qui confirme la position officielle de la Syrie vis-à-vis du Liban, hein, c'est-à-dire que la Syrie se tiendra aux côtés du Liban en cas d'agression militaire, qu'elle soit saoudienne ou israélienne. Hein. En fait, la Syrie affirme toujours, et le président est comme tout responsable politique syrien, on affirme toujours qu'on est là, on soutient la résistance palestinienne, que la boussole
Et le vrai combat, c'est un combat contre Israël et pour la libération de la Palestine. Donc pour la justice, hein, en Palestine et de toute façon toutes les forces de résistance libanaises, palestiniennes, etc. font partie de la résistance syrienne aussi, de l'objectif syrien. Donc la Syrie est renforcée aussi aujourd'hui par ses victoires, je peux dire, sa résistance et sa victoire. 7 ans d'agression, 7 ans d'agression impérialiste pratiquement mondiale contre la Syrie ont débouché en une victoire et un triomphe important du peuple syrien, du président Bachar al-Assad et de la direction syrienne et de tous les alliés que la Syrie a regroupés autour d'elle, c'est-à-dire les alliés les plus proches, c'est dans l'axe de la résistance qui sont l'Iran, l'Irak, la résistance libanaise, hein, donc, et la Syrie, et avec comme ami et soutien fort la Russie, mais aussi tous les pays du BRICS. Hein. Donc c'est la Syrie, forte de ses alliances, elle lance, je peux dire, elle a beaucoup plus de popularité et elle fait revivre et elle fait vibrer le nationalisme arabe au sein de tous les peuples qui étaient jusqu'à présent complètement désabusés, défaits, etc., à cause des trahisons de leur gouvernement. Donc les peuples arabes et autres. Donc en fait, cette victoire change le monde arabe et donne une ouverture nouvelle vers un nouveau démarrage du mouvement nationaliste arabe, du mouvement d'indépendance, du mouvement de libération, je peux dire, de la Palestine et des pays arabes, de tous les territoires occupés. Tous les territoires arabes occupés. Est-ce qu'on peut dire que est-ce qu'on peut dire que justement ce retour au panarabisme qui était très clairement symbolisé dans la personnalité de Nasser est en train de se reconstituer dans la personnalité de Bachar al-Assad? En fait, je pense que effectivement, et là, c'est basé sur des choses très concrètes, hein, sur cette victoire, en fait, et sur cette résistance pendant 7 ans. Il faut quand même reconnaître que le président Assad a sauvé la Syrie, a sauvé l'honneur arabe, si on peut dire, et syrien. En ayant résisté et en ayant dirigé quand même l'armée, parce que lui aussi, c'est un dirigeant militaire, c'est lui le chef d'état-major syrien. Donc voilà, ça redonne effectivement beaucoup d'envergure au mouvement national. D'ailleurs, à ce propos, il y a eu récemment donc une grande rencontre à Damas, hein, une rencontre des pays, enfin des intellectuels c'est la rencontre arabe pour faire face au sionisme, au sionisme et en fait à l'alliance sioniste américaine et la réaction arabe. Donc impérialiste et les réactionnaires arabes. Qu'on voit d'ailleurs aujourd'hui, ces réactionnaires arabes qui soutiennent le terrorisme. C'est eux qui l'ont alimenté, c'est eux qui l'ont financé, qui continuent d'ailleurs à fomenter les troubles partout, qui bombardent donc
le Yémen depuis 3 ans sans cesser, Oui. sans s'arrêter, Oui. nuit et jour, les bombardements. Mhm. Sur ce pays de grande tradition et de grande civilisation, 7 fois millénaire, qu'ils sont en train de détruire. Ils ont même détruit tous les restes de la civilisation yéménite. En fait, c'est absolument incroyable. Et donc, cette rencontre, il y a eu effectivement des réunions, comment dire, des workshops, en fait, et des groupes de travail qui ont fait aussi un certain nombre de déclarations importantes, hein. L'essentiel, c'est que surtout soutien aux résistances, à la résistance yéménite, à la résistance palestinienne, à la résistance libanaise, soutien à l'indépendance indéfectible, à l'indépendance des pays, de tous les pays arabes, à leur souveraineté, à leur, bon, et puis œuvrer aussi à la libération de l'ensemble des territoires occupés et surtout aussi à soutenir tous les peuples arabes et tous les peuples qui se battent pour leur liberté et leur indépendance. Et surtout faire évoluer l'action commune et coordonner toutes les actions communes pour y arriver. Donc ça, c'est un noyau, je peux dire. C'est une petite initiative qui démarre, mais qui a un grand sens, à mon avis, et qui a un grand avenir aussi. Alors, parce qu'il y a un appel aussi à toute la jeunesse, à tous les partis politiques et à tous les syndicats de se joindre à ce mouvement. Un mouvement masse, en fait. d'accord. Donc sortir de l'élitisme pour être sur le terrain. D'accord. Alors, Essar, on voit que les acteurs, je dirais, belliqueux de la région, on voit que les acteurs belliqueux de la région continuent, surtout même augmentent leur pression, ou en tout cas leurs actes criminels, suite d'abord à cette libération très importante d'Abou Kamal. À noter en particulier ces tout derniers jours des bombardements israéliens à partir de chars d'assaut depuis les hauteurs du Golan occupé, hein, le Golan syrien occupé, hein, qui revendique Israël comme étant son territoire, hein, alors qu'il devrait l'avoir évacué depuis 1974. Donc on a en l'espace de 24 heures 2 coups de canon de chars israéliens tirés sur la ville de Quneitra. Alors l'armée israélienne prétexte en disant que elle prétexte ses tirs, hein, bien sûr, en disant que les chars ont tiré sur la tentative de l'armée syrienne de construire apparemment des habitations ou je ne sais quoi dans ce qu'on appelle la zone grise, c'est-à-dire la zone démilitarisée qui sépare la zone occupée par Israël et le territoire syrien. Et en réalité, ça n'est pas du tout dans la zone grise, mais c'est bien sur le territoire syrien que les constructions en question ont été réalisées ou sont en train de se réaliser, et sur lesquelles constructions Israël a tiré. Tout à fait. En fait, il s'agit effectivement il prétextait de cette construction qui est en fait la construction d'un truc en terre, quoi, dans les territoires syriens, proches des frontières, effectivement, du territoire qu'ils appellent gris ou que vous appelez gris. Donc, ils ont tiré. Heureusement, il n'y a pas eu de dégâts humains, des dégâts matériels uniquement. Mais en fait, tout ceci explique que Israël est très, comment dire, cet état d'occupation est très, très gêné et dérangé par les victoires syriennes. Et ils ont même peur. Je peux dire qu'il y a une très grande peur, hein,
aussi bien du côté d'Israël que du côté des Saoudiens. Et en fait, l'objectif, c'est que Israël pousse l'Arabie à essayer à faire la guerre pour son compte, Oui. ou l'Arabie essaye de pousser Israël à faire la guerre pour son compte aussi. Donc, d'où d'ailleurs la déclaration des responsables israéliens. Israël ne travaille pas pour l'Arabie saoudite, on n'a pas à risquer une guerre pour les beaux yeux des Saoudiens, même s'ils sont nos alliés, Oui. et nos alliés proches, parce que maintenant les déclarations dans la presse israélienne se multiplient en disant que nos alliés proches sont les Saoudiens disent en arabe ce que nous disons en hébreu, les Saoudiens sont nos alliés contre l'Iran, contre la résistance, etc. Et d'ailleurs, aujourd'hui, les Saoudiens, comme les Américains, font pression contre la résistance palestinienne ou contre l'État palestinien représenté par Abu Mazen, pour accepter tout un tas de choses et aller les négocier avec les Israéliens. Donc, plus le fait que les États-Unis ne veulent pas reconnaître, ne veulent plus reconduire le bureau de l'OLP, qui est de représentation de l'OLP, qui est à New York. Donc, en fait, tout ceci montre clairement que tout ce qui s'appelait printemps arabe, etc., était fait pour casser tous les pays qui résistent à Israël, pour complètement en finir avec la question palestinienne, pour complètement escamoter le droit palestinien, le droit au retour, l'État palestinien, etc. Donc, ils veulent en finir et enterrer la question palestinienne.